Salut! L'aquario, c'est un hobby qui peut vite coûter très cher. Même un petit 20 litres, ça peut vite monter à plus de 150 €. Pourtant, certains arrivent à avoir des bacs bien moins chers et beaucoup plus grands que ça, voire même gratuits en se débrouillant bien. La première chose à regarder, c'est la cuve, puisque c'est en fonction d'elle que vous allez définir la quantité de sable, de plantes et la population de votre aquarium. C'est vraiment la cuve qui va conditionner tout votre projet. Évidemment, si vous visez une espèce précise, prenez une cuve qui fait au moins les dimensions minimales pour cette espèce. Pour trouver une cuve pas chère, le mieux, c'est d'aller voir la famille et les amis. Des fois, certains ont des aquariums qui traînent depuis des années dans un garage ou une cave et qui n'utilisent pas. Sinon, vous avez aussi les brocantes de petits villages. Pareil, les cuves dont les gens veulent se séparer. J'ai déjà vu des 60 litres tout équipés à 20 €, un 20 litres à 5 €, bref, c'est souvent vraiment pas cher. Le seul petit bémol, c'est que c'est assez inopiné, vous en aurez clairement pas à chaque brocante. Vous avez aussi les classiques Le Bon Coin, Facebook Marketplace ou le jeune site unpoisson.fr. C'est généralement un peu plus cher que ce que je vous ai dit précédemment, mais ça reste quand même très intéressant. Par contre, les bonnes affaires partent très vite, vu que vous êtes en concurrence avec tout le monde. Une fois que vous avez votre cuve, vérifiez toujours qu'elle soit encore opérationnelle. Pour ça, c'est assez simple. Remplissez-la pendant 2-3 jours pour voir si ça pète. Si ça tient normalement, ça devrait aller. Vérifiez quand même aussi les joints. Pendant un moment, certains faisaient aussi leur propre aquarium, mais j'ai tendance à dire que depuis le Covid, ça vaut vraiment pas le coup financièrement parlant. Ensuite, on passe au substrat. Honnêtement, sauf quelques rares exceptions, les plantes se satisferont de n'importe quel substrat. Un sol nutritif, c'est loin d'être indispensable, c'est même inutile en fait. Sachant qu'un substrat neutre devient aussi riche en nutriments que du sol nutritif au bout de quelques mois à peine. Pour moi, le sol nutritif, c'est clairement un mauvais achat. Le seul facteur qui devrait vraiment influencer votre choix, c'est la population du bac. Par exemple, si le bac est fait pour des caridina, demandant un sol technique, vous allez devoir acheter du sol technique neuf, puisque c'est un substrat qui s'épuise avec le temps, et donc pas possible en occasion. Ensuite, si vous visez tout ce qui est cyclidina et corydoras, il faut savoir que ce sont des poissons qui pratiquent l'hygiène buccale. C'est un concept que j'explique dans ma vidéo sur le manado. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est presque indispensable à leur santé, et pour leur permettre de pratiquer l'hygiène buccale, il faut impérativement un sable qui soit à la fois très fin et non coupant. Il y en a deux que je vous recommande particulièrement, le JBL Zanzibar Snow et le sable de rivière premium de chez Aquabiotope. Outre ces exceptions, n'importe quel sol fait l'affaire, évitez quand même les trucs trop calcaires qui vont faire monter votre conductivité, ce qui est souvent mauvais pour vos poissons, excepté les poissons de certains lacs, comme le lac Tanganyika par exemple. Sinon, le moins cher, c'est clairement les sables prévus pour la construction. D'ailleurs, les sables de filtration piscine et à enduire peuvent être adaptés aux poissons pratiquant l'hygiène buccale. Vérifiez quand même la granulométrie des sables avant de l'utiliser. Et évidemment, vérifiez que ce soit pas traité et lavez-les bien au cas où. Des fois, certains libèrent une sorte de mousse orange, c'est pas vraiment rassurant. Maintenant, on passe au hardscape, donc tout ce qui est racines et roches. Là, c'est pas compliqué, moins cher, c'est de prendre dans la nature. Mais quand même 3 points à aborder. Premièrement, ne prenez rien qui pourrait fragiliser une berge ou qui sert d'abri à un animal. Deuxièmement, évitez les roches calcaires et ou avec une couleur bizarre. Et pour tout ce qui est racines et feuilles, ne prenez jamais de résineux et privilégiez si possible du chêne ou du châtaignier qui sont imputrescibles. Troisièmement, si vous ramassez un truc dans l'eau, alors passage obligatoire au micro-ondes ou à bouillir, c'est un coup à ramener des indésirables, par exemple des sangsues. Pour ce qui est ramassé à même le sol, c'est pas indispensable, mais passez quand même un petit coup de dessus au cas où. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la nature, vous pouvez toujours vous rabattre sur des sites spécialisés comme Aquabiotope. Ensuite, on part sur la technique. Au niveau du chauffage, je vous invite d'abord à jeter un coup d'œil sur les fiches des espèces visées. Par exemple, si vous voulez maintenir du Tanictis albonub, c'est un poisson qui supporte une large plage de température et qui peut même survivre en extérieur à l'année. Donc pour eux, un chauffage est totalement inutile. Ou un autre exemple, vous voulez maintenir du Boraras brigitae. C'est des poissons qui vivent bien de 20 à 28 degrés Celsius. Si votre domicile reste constamment dans cette plage de température-là, alors un chauffage est aussi inutile. Sinon, pour choisir au mieux votre chauffage, je vous renvoie sur la vidéo de Gabaqua. Ce sera bien plus détaillé que ce que je pourrais faire dans cette vidéo. Ensuite, on passe à l'éclairage. Honnêtement, sur des petits bacs de 20 à 60 litres, des petites rampes de bureau pas chères, ça fait souvent le taf. Perso, j'ai un 25 litres équipé avec une lampe de bureau flexible. C'est une jungle, pas un pet d'algues, et le bac est juste nickel. Pour de plus gros bacs, c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, ce qui sera le plus intéressant, c'est le marché de l'occasion, ou de prendre une rampe sur les sites style AliExpress.
On dirait pas, mais il y a des rampes vraiment pas chères et pourtant très efficaces. Encore une fois, je vous redirige sur une vidéo de Gabaqua, présente un modèle qui est vraiment intéressant. La dernière chose à voir dans la technique, c'est le filtre. Alors là, deux chemins s'offrent à vous. Soit un aquarium classique avec un filtre, soit un aquarium low-tech. Ça implique pas de filtration, peu de poissons et beaucoup de plantes. C'est toute une branche de l'aquariophilie que je vous invite fortement à explorer. Un aquarium low-tech, ça se réfléchit un minimum, mais c'est toujours intéressant. Sinon, pour ceux qui préfèrent rester sur un bon vieux filtre, je vous conseille d'oublier tout ce qui est Aquael, Chibel, Oase, etc. Ce que je vous recommande le plus, c'est du Sunsun, deux modèles en particulier. Les filtres suspendus Sunsun HBL, qui sont franchement imbattables, mon volume de matière biologique disponible, aucun bruit et franchement pas cher. Le seul bémol, c'est le tuyau de sortie qui est vachement haut, je trouve. Mais bon, avec un peu de bricolage, ça se règle. Ensuite, c'est les filtres externes classiques, mais avec la pompe qui est dans l'aquarium. C'est beaucoup moins bruyant. Par exemple, je dors à côté sans souci et il n'y a pas besoin d'amorcer. Il suffit de brancher la pompe et ça se démarre tout seul. Encore une fois, un petit inconvénient, c'est que vous avez la pompe qui traîne dans le bac, c'est pas forcément joli. Bien évidemment, vous pouvez toujours choisir autre chose. Pour vous guider dans vos recherches, je vous rappelle juste quelque chose. Ce qui est important dans un filtre, c'est pas le débit de la pompe. Ça, c'est secondaire. Ce qui est vraiment important, c'est le volume, la quantité de matière biologique que vous pouvez mettre dedans. C'est vraiment le point le plus important. Après la technique, il reste ce qu'on pourrait appeler les outils et autres. On retrouve de tout et n'importe quoi, des dizaines de pinces et ciseaux, mais en soi ça sert pas à grand chose. On peut tous faire à peu près la même chose avec nos mains et une paire de ciseaux. Pour moi, il n'y a que trois choses qui sont vraiment utiles. La première, c'est l'épuisette, la moins utile du lot puisque certains y vont directement à la main ou d'autres n'hésitent pas à verser l'eau de l'animalerie dans le bac. Même si je vous déconseille quand même de le faire. Une bonne épuisette, on peut souvent en trouver à moins de 3 € et c'est toujours pratique. Ensuite, il faut de quoi tester les paramètres de l'eau. Pour un débutant, c'est toujours plus simple de prendre une mallette de test complète. Il y a celle de Akuli qui est pas chère du tout, mais perso, je la trouve pas très fiable. Pour éviter d'avoir à acheter une mallette JBL complète à 90 balles, ce que je vous recommande, c'est de faire comme moi. Prendre un conductimètre. C'est comme le test GH, mais en mieux, et c'est utilisable à l'infini pour à peine 8 € sur Amazon. Mais encore moins cher sur certains autres sites, comme AliExpress. Faites juste pas l'erreur de tomber sur le piège du TDS mètre. Si vous voulez plus d'infos, vous avez ma vidéo sur les conductimètres. En plus du conductimètre, j'utilise du papier pH. Ça coûte 2 € sur AliExpress et c'est exactement la même chose que les tests en gouttes. Les deux utilisent de l'indicateur universel. Et même si j'en utilise très rarement, des tests en gouttes nitrite et nitrate. C'est un petit mix qui revient pas trop cher et qui reste aussi précis, voire même meilleur que ce que vous auriez eu pour plus cher. La troisième chose, c'est la nourriture. Alors je sais quand on débute, on peut facilement se dire que c'est cher, mais ce qui est souvent pas pris en compte, c'est que les pots peuvent durer une éternité. C'est pour ça que je vous conseille de prendre des bonnes gammes sur ce point précis. Je vous conseille la marque Bassler, les Tropical Pro Défense ou les Bug Bite de chez Fluval qui sont vraiment bien. Pour un pot de 60 grammes à 5 €, vous pouvez tenir plusieurs années, même avec des dizaines de poissons. Perso, j'ai environ une cinquantaine de poissons, entre 2 et 8 cm. Le pot de 60 grammes est toujours pas à la moitié alors qu'il a plus d'1 an. Maintenant, on peut passer au vivant. Pour les plantes, passez prioritairement via d'autres particuliers, les prix sont dérisoires par rapport à ce que vous aurez dans le commerce. Sinon, vous avez aussi Crow de 67 000 sur eBay, qui a des prix très intéressants. Au niveau des invertébrés et des poissons style bêta, kiddy, cyclidés, priorisez les particuliers. C'est toujours moins cher, de meilleure qualité. Bref, c'est mieux que ce que vous aurez en animalerie. Pas mal d'éleveurs peuvent être trouvés via Facebook. Sinon, certains sont déjà au courant, mais Le Bon Coin interdit la vente de poissons en ligne. Donc je vous conseille le site fait par des amis, unpoisson.fr. Bien évidemment, c'est fait en respectant la loi, c'est dispo en France et en Belgique, et ça permet aux particuliers de continuer à s'échanger des poissons. Si vous voulez une espèce bien précise, ce sera quand même compliqué de faire avec uniquement des petites annonces, donc faudra forcément passer par les animaleries au bout d'un moment. Perso, là où j'ai été le plus satisfait, c'est Ictus Aqua. La livraison pique un peu, mais en soi le prix des poissons reste raisonnable, voire pas cher du tout sur certaines espèces. J'en ai pas parlé jusque là, mais pour l'eau, je vous conseille fortement de passer sur de l'eau de pluie. Suivant les régions, elle peut être polluée, mais si elle ne l'est pas, vous avez une eau gratuite qui conviendra à la majorité de vos poissons. Puisque faut le rappeler, la majorité de nos poissons évoluent depuis des milliers d'années dans des milieux où l'eau est extrêmement douce, et même si les individus d'élevage tolèrent une plus dure, ça reste toujours bon d'avoir une eau la plus douce possible. Vous avez aussi des magasins qui offrent l'eau osmosée certains jours. Bref, je pense que j'ai tout dit pour que vous puissiez faire un aquarium le moins cher possible. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez et à plus.